Salut la bande de nazes! Alors, vous avez vu ma nouvelle coupe? À la Rolling Stone? Elle vous plaît? Bon, je suis là pour vous parler d'un nouveau truc, un truc de dingue, un truc absolument incroyable. J'ai inventé un nouveau monde, le monde merveilleux de Nvidia. Laissez-moi vous le présenter. Bienvenue dans Omniverse. Bon alors ça vous plaît? Ça a l'air kiffant, n'est-ce pas? Phil, tu peux nous expliquer pourquoi il y a la mascotte de Kojima sur ces étagères? Écoute, j'ai traîné près de PlayStation du centre social lorsque j'ai vu dans la poubelle la mascotte, tu vois, et j'ai décidé de la récupérer, quoi. Tu vas récupérer que la mascotte? Monsieur Ryan, après Japan Studio, Kojima et Days Gone 2, qui est le prochain? Écoutez, vos questions sont vraiment emmerdantes. On va passer à la suivante, d'accord? Monsieur le Président, pour Brigitte, à la place de la PS5, pourquoi ne pas acheter une Xbox Series X? C'est ce que j'ai fait, figurez-vous, vous croyez quoi? Mais voilà, elle me l'a confondu avec un pot de fleurs. Elle l'a arrosé, je peux vous dire que la Xbox Series X, c'est pas du tout waterproof. Alors mon poussinet d'amour, il m'a offert un drôle de pot de fleurs tout noir. J'ai mis des fleurs dans les trous au-dessus. Et ensuite j'ai arrosé. Et là ça fumait, j'ai pas compris. Mon poussinet était pas content, hein, je peux vous le dire. Bonjour les amis, dans cette vidéo on va parler de Nvidia, on va parler plutôt de la stratégie de Nvidia qui se dessine en fonction de ce qu'ils ont présenté, c'est assez intéressant. On va parler de Sony aussi, de stratégie, vous allez voir pourquoi. On va parler de Switch, puisqu'il y a des nouveautés aussi de ce côté-là, et en fin de vidéo, je reviendrai sur ma dernière vidéo pour donner quelques explications avec vous et pour en discuter avec vous. Commençons tout de suite par Switch, et oui Switch avec le PDG Shuntaro Furukawa qui a donné quelques précisions, ou plutôt des messages, on va dire, comme quoi il y aurait peut-être des difficultés à livrer, à approvisionner les demandeurs de Switch qui vont venir dans le futur. C'est-à-dire que grosso modo, il serait également atteint, Nintendo, par la pénurie mondiale qui se dessine actuellement. Alors je vais vous dire, j'y crois assez fortement à ça, hein, parce que par exemple, je peux vous citer un autre cas, j'ai voulu acheter le casque Xbox, en l'occurrence, vous savez, le Xbox à 99 € qui a été présenté, il est introuvable partout, c'est-à-dire il n'est pas trouvable, il n'y est plus, il y a rupture de stock totale. Donc ça prouve que même sur des produits plus anodins, comme un casque quand même, eh bien il y a des ruptures de partout. Alors peut-être qu'il a eu beaucoup de succès aussi, entre guillemets, hein, c'est bien possible. Et ça dessine une nouvelle stratégie, je pense, pour Nintendo. J'en avais parlé depuis très très longtemps, hein. J'avais dit que d'après moi, s'il y avait problème de pénurie de composants, parce que je vous rappelle que la Switch Pro va intégrer probablement un nouveau Tegra, en l'occurrence de Nvidia, un Tegra qui devrait être, enfin une puce qui devrait être en 7 nanomètres ou 8 nanomètres au minimum chez Samsung ou chez TSMC. Or, les deux fabs, les deux fondeurs, ils sont totalement saturés par les demandes et donc il y aura également pour la future Switch Pro des problèmes de pénurie d'approvisionnement comme on a sur la PS5 et la Xbox Series X actuellement, et je ne parle même pas des cartes graphiques. Donc est-ce que Nintendo va se risquer à se lancer dans une Switch Pro qui sera Day One, on va dire en rupture de stock? Je n'en suis pas certain. Ça pourrait attendre 2022. On va voir ce qu'ils vont décider. Soit il y a rupture totale sur la Switch classique et peut-être qu'ils basculeront alors sur la Switch Pro, soit je pense plutôt qu'ils vont attendre que ça se stabilise, que les approvisionnements se stabilisent par la fabrication par exemple de nouvelles usines, je vous ai précisé pour les fondeurs, mais ça prend beaucoup de temps et peut-être qu'en 2022 ça va redevenir un peu normal et qu'à ce moment-là ils pourront lancer la Switch Pro tranquillement, nous verrons. Côté PlayStation, il y a une nouvelle comme quoi, vous savez, il y a des rumeurs plutôt fortes qui disent que Hideo Kojima, donc le papa de Death Stranding et de Kojima Studio en l'occurrence, eh bien pourrait faire un nouveau jeu pour Xbox, pour Microsoft. Il y a d'ailleurs Phil Spencer, lors d'une de ses dernières interviews, qui avait mis une poupée Kojima derrière lui pour un petit peu faire un clin d'œil. Vous vous rappelez d'ailleurs, il avait mis la Xbox Series S il y a très très longtemps avant qu'elle ne sorte dans ses étagères. Donc, est-ce qu'il va y avoir un rapprochement Microsoft, Kojima en l'occurrence? Peut-être, c'est tout à fait possible, puisque Sony a refusé visiblement son dernier jeu. Pourquoi il a refusé? Et c'est là la stratégie dont je voulais parler, parce que Sony, Death Stranding n'était pas rentable, selon Sony. Et donc, ils veulent des projets rentables. Peut-être d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font un remake de The Last of Us sur PS5 qui va arriver. Alors, est-ce que c'est une bonne stratégie? J'en sais rien. Vous savez, Days Gone 2, par exemple, du studio Bend, a été refusé également.
cause rentabilité, même s'il avait quand même plutôt pas mal marché. Alors je m'étonne un petit peu de cette stratégie parce qu'on ne peut pas faire que des projets ultra rentables, sinon ça va donner des jeux toujours calibrés dans le même sens, et puis finalement ça va un peu scléroser, on va dire, tout ce qui est imaginatif, tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est nouvelle piste. Death Stranding en était une par exemple. Ça pouvait ne pas plaire à tout le monde, mais au moins il y avait de l'originalité dans ce titre, il y avait une autre patte artistique. On verra, on va voir si ça continue dans cette direction pour Sony ou pas. Mais en tout cas, côté Microsoft, côté Xbox, si ça arrive, ce serait finalement une bonne nouvelle. Et pour Kojima, après tout, qui explorerait donc un autre univers côté Xbox, et pour Xbox, qui intégrerait un univers, celui de Kojima, qui est assez imaginatif. Et maintenant, on va parler de Nvidia. Nvidia, j'ai trouvé la conférence très intéressante. Alors, très technique, bon, plutôt orientée vers le monde professionnel, mais derrière tout ça se dessine la stratégie de Nvidia, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. En fait, la stratégie de Nvidia, elle m'a paru assez claire. Ils veulent devenir entièrement autonomes, du moins sur le monde professionnel. Actuellement, ils sont obligés d'utiliser certaines puces AMD ou Intel, les processing x86 que vous connaissez. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 2019-2020. Il faut savoir qu'en 2020, Nvidia a littéralement laissé sur place Intel. On peut dire ça, effectivement, hein. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant 370 milliards de capitalisation, Nvidia, alors que Intel sont à 260 milliards et AMD 95 milliards. C'est-à-dire que AMD plus Intel pèse moins que Nvidia. D'ailleurs, Nvidia s'est payé le luxe, je vous rappelle, de racheter ARM. Alors, c'est pas tout à fait encore officialisé, mais c'est en cours à 40 milliards de dollars. Je vous précise, c'est une des plus grosses transactions de l'histoire de l'électronique et de la microélectronique en l'occurrence. C'est bien plus, je vous le reprécise, que 7,5 milliards pour les studios ZeniMax qu'a acheté Microsoft, et c'était déjà juste énorme à nos yeux. Et pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont racheté ARM? Eh bien parce que je vous le répète, et on l'a vu dans cette conférence, ils veulent prendre leur indépendance. Ils ont beaucoup de structures maintenant de design qui est à base de ARM, c'est-à-dire les designs qu'offre la société ARM, plus leur propre design bien entendu, car ils sont très en avance, Nvidia là-dessus aussi. Il faut bien comprendre que Nvidia, le secteur jeu, ça représente quand même encore 50% de leur chiffre d'affaires. 50%, alors les cartes graphiques et probablement le GeForce Now aussi, puisqu'il y a quand même 10 millions d'abonnés, on a appris ça durant la conférence, qui est assez intéressant, 10 millions d'abonnés, c'est pas mal quand même, pour le GeForce Now, je n'aurais pas cru autant. Et donc 50% sur le jeu, à côté vous avez 27% sur les data centers, ce qui est assez excellent. Je vous rappelle que les data centers, eh bien il y a quand même Google qui est dessus, il y a Microsoft qui est dessus, il y a Amazon qui est dessus, quand même 3 géants, et bien ils arrivent quand même à gagner de l'argent grâce à la qualité de leur data center. Il faut le préciser car leur matériel est assez exceptionnel chez Nvidia, on l'a vu d'ailleurs dans cette conférence. Et ils ont entre 11 et 12% sur tout ce qui est intelligence artificielle. En fait, c'est de l'aide aux entreprises pour résoudre des problèmes, pour optimiser les structures, pour optimiser la production. Mais ils ont 11% de chiffre d'affaires qui reviennent grâce à leur professionnalisation vers les entreprises. Ils ont 6% dans l'automotive, en particulier dans l'automobile. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, dans le futur, l'automobile, ça va être les voitures autonomes, la conduite autonome, avec en particulier les camions autonomes, le transport autonome, mais aussi, bien entendu, les voitures. Alors vous allez me dire, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 10, 20, 30 ans. Oui, mais celui qui parle plus tôt sera peut-être celui qui sera en avance à la fin. Et Nvidia compte bien être sur le podium à la fin. Il y a d'autres entreprises, hein. Il y a Bosch par exemple, il y a plein d'entreprises dans le monde. On peut penser aussi à Tesla qui doit commencer à préparer des choses, mais effectivement Nvidia peut être très bien placé dans ce secteur. Sauf que, comme je vous ai expliqué, 50% dans le jeu, alors que tout le reste pèse 50%. Ils aimeraient que finalement être peut-être un peu plus stable, c'est-à-dire conserver la partie jeu, mais qui a un risque, parce que je vous rappelle que le jeu, il y a AMD qui est sur les rangs, il y a également Intel qui est sur les rangs, il y a le cloud qui va arriver. Alors Google, on ne sait pas trop encore comment ça va tourner avec Stadia, mais il y a Amazon, il y a bien sûr le xCloud avec Microsoft, et donc c'est des concurrents sérieux qui peuvent faire qu'ils perdent des parts de marché. S'ils perdent 20% de parts de marché, soit 10%, on va dire sur la totalité de leur chiffre d'affaires, c'est juste énorme pour une entreprise comme Nvidia. Et donc, il faut qu'ils se préparent en augmentant le secteur professionnel. C'est ce qu'essaye de faire Jensen Huang en appâtant bien entendu les professionnels avec des conférences de haut vol comme celle que l'on a vue là. Alors le graphe le plus intéressant pour moi, c'est finalement ce graphe représentatif de ce qu'ils vont faire durant les années à venir avec 3 secteurs importants qui sont les GPU qu'on connaît bien avec Ampere et Ada Lovelace, normalement ça devrait s'appeler comme ça en 2022, qui va remplacer l'architecture Ampere et qui nous promet 71% normalement d'amélioration, entre 70 et 71% par rapport à Ampere.
On verra si c'est vrai, bien entendu. Et ensuite, en 2024, nouvelle génération, qu'ils ont appelée Ampère++, je crois. La dernière branche en bas, c'est les DPU. C'est pour tout ce qui est dans les centres de traitement d'information et de réseau, en l'occurrence dans les data centers. Alors, il y a le Bluefield 2 qui fait 0,7 Tera opérations par seconde et qui fait un transfert de 200 gigabits seconde, ce qui est déjà pas mal. Le Bluefield 3 qui arrive en 2022, donc très bientôt, qui va avoir 22 milliards de transistors et qui va faire 400 gigabits seconde quand même, et 1,5 excusez-moi, Tera opération seconde, et surtout le Bluefield 4 qu'il a annoncé en 2024 qui ferait lui 1000 Tera opération seconde, c'est juste un bond fantastique, et 800 gigabits seconde. Et avec surtout 64 milliards de transistors, ce qui est juste colossal. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est les DGX 320G à base de A100, de GPU A100, 4 GPU A100, donc des monstres de GPU en l'occurrence. Et surtout, ce sont des, on va dire, des calculateurs spécialisés dans l'intelligence artificielle, donc pour aider aux problèmes, pour aider à la résolution de problèmes, qui coûtent quand même 150 000 $, mais le patron de Nvidia a dit que, en comparaison, actuellement, ça coûterait 1 million de dollars pour avoir la même chose chez la concurrence. Et cet engin contient 320 gigaoctets de mémoire, 320 gigaoctets, 80 gigaoctets par A100, vu qu'il y en a 4, ça fait 320 gigaoctets. Il fait 2,5 pentaflop de puissance, quand même c'est pas si mal que ça, et surtout il a une bande passante mémoire de 320 donc gigabytes seconde ou gigaoctets seconde jusqu'à 8 teraoctets seconde. C'est juste énorme, 8 teraoctets seconde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a indiqué le goulot d'étranglement. Et oui, il a montré un goulot d'étranglement qui est pour lui le processeur de calcul généraux, le CPU qui est à base de x86. x86, Intel, AMD. Et donc il a expliqué que oui, il ne pouvait pas garder ça, et donc il fallait qu'il s'en sépare. C'est bien dommage. Mais oui, mais de toute façon c'est sa logique. Il veut vraiment se débarrasser de tout ce qui est extérieur pour contrôler totalement ses serveurs, ses calculateurs à intelligence artificielle et autres, pour être possesseur entièrement de ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc ils vont créer quoi? Ils vont créer des CPU à base de ARM. Ça va arriver en 2022 en l'occurrence avec Grace, un CPU qui va s'appeler Grace, et ensuite vous aurez un autre CPU en 2024 qui sera bien sûr le Grace++. Et ce CPU va permettre de libérer la bande passante qui était bloquée par l'architecture du x86, qui était, si je ne me trompe pas, à 60 gigaoctets par seconde. On ne pouvait pas aller au-delà à cause de cette architecture. Et grâce à ça, on va pouvoir monter, en particulier à ce CPU, on va pouvoir monter à 2000 gigaoctets seconde. Si vous préférez, 2 teraoctets seconde. Donc, ça va permettre de libérer toute la puissance des A100, des 4 A100 couplés. Il nous a été présenté aussi l'Omniverse. Et oui, l'Omniverse qui est en fait un écosystème qui va servir aux entreprises, mais pas que. Ça va servir en fait... Ça permet, à base, on va dire, d'intelligence artificielle, à base de modélisation graphique, à base de réalisme, finalement, de représenter de façon très réaliste des environnements, des textures, diverses, on va dire, activités qui peuvent servir pour les entreprises, pour le monde professionnel. Il y a eu bien entendu l'exemple de BMW, mais moi je pense tout de suite par exemple à la salle des process, TSMC, Samsung. Vous savez que dans le process, il y a énormément d'opérations, des centaines et des centaines d'opérations. Il y a des gens, donc je vous ai expliqué, qui travaillent à l'optimisation du flux de process pour éviter les embouteillages, pour éviter que devant une machine s'accumulent par exemple des wafers, parce que cette machine n'arriverait pas à produire assez vite. Et donc ils optimisent pour essayer de voir comment ils peuvent gagner du temps pour que tout se déroule de façon uniforme et unifiée et sans aucun bouchon. Oui, des fois il y a des problèmes parce que c'est pas évident de faire ça dans une salle de test où il y a énormément de machines, où il y a énormément de contraintes, des contraintes humaines, des contraintes logistiques et diverses et variées. Grâce à ce logiciel, à Omniverse, à cet écosystème, vous pouvez représenter en temps réel et de façon très réaliste votre salle de test par exemple avec toutes les machines, et vous pouvez les déplacer et ainsi imaginer et voir en réel qu'est-ce qui va se passer si vous mettez une machine par exemple d'un emplacement à un autre. Est-ce qu'elle va bloquer? Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va fluidifier? Est-ce que par exemple l'alimentation en énergie ou l'alimentation aussi en composants de cette machine est plus pratique si on la met là que ici? Est-ce qu'il y a des robots qui bloquent? Comment programmer les robots pour optimiser? J'allais dire comment programmer les humains même pour optimiser, on peut aller très très loin, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, donc Omniverse, ça va servir à ça, à faire un rendu réaliste d'un environnement pour pouvoir l'optimiser. Et il est allé plus loin encore en présentant bien entendu ce qui est l'avenir pour toutes les entreprises, je le précise, pourquoi c'est l'avenir? C'est le
Quantum, le qubit dont j'ai parlé dans le passé. Pourquoi c'est l'avenir? Ben, il faut bien comprendre pourquoi, parce que c'est de l'argent, tout simplement. En 2035, on estime que le qubit, tout ce qui est autour du qubit, des calculs qubits, de quantique finalement, de l'ordinateur quantique, des calculs quantiques, rapportera 1000 milliards par an. 1000 milliards. Donc vous imaginez bien que Nvidia ne veut pas passer à côté d'une telle manne, comme à peu près tout le monde, puisque Google est dessus, je vous rappelle, Microsoft est dessus, Amazon est dessus, tous sont dessus. Et donc ils ont présenté le CU Quantum en expliquant que tous les ans, on allait doubler le nombre de qubits des ordinateurs quantiques en l'occurrence. Alors je ne sais pas si c'est pas un petit peu optimiste quand même, on verra, mais il prévoit en l'occurrence des tensor core à base, donc des A100 tensor core à base de qubits qui seraient spécialisés dans le tensor core, tout ce qui est amélioration prédictive, vous savez, de l'imagerie en particulier, donc ça aurait une application plutôt, on va dire, vers, pourquoi pas vers le jeu d'ailleurs en l'occurrence, mais aussi vers l'imagerie, et il prévoit que des calculs qui se feraient en 9 ans se feront en 4 jours. Nous verrons, c'est peut-être optimiste, mais c'est vrai qu'il y a des précédents à cette affaire dans le qubit qui ont prouvé qu'effectivement on gagnait énormément de temps. Donc en conclusion, cette conférence était assez intéressante, je vous répète, j'ai trouvé que voilà, Nvidia insistait beaucoup sur ARM, leur future acquisition, qu'ils insistaient beaucoup sur la façon de se libérer de Intel et de AMD qui sont finalement quand même des concurrents, il ne faut pas rêver. Alors certes, ils ne vont pas se séparer du monde du PC classique, donc de Intel et de AMD pour l'instant, ils ne vont pas proposer, je pense pour l'instant, des CPU pour marcher avec Microsoft et dans les desktops ou dans des portables, mais qui sait dans l'avenir, d'ailleurs qui sait dans l'avenir s'ils ne vont pas se lancer un jour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et de cette conférence et finalement de cette hypothèse. Petite info complémentaire, pour parler de Switch, effectivement, de Nintendo et de Microsoft, vous avez entendu cette autre rumeur. D'ailleurs, il y avait un petit clin d'œil Nintendo également derrière Phil Spencer, comme quoi il fait peut-être des clins d'œil comme ça pour dire attention, on verra. Mais il y a effectivement cette rumeur qui dit que Nintendo et Microsoft pourraient préparer quelque chose ensemble. Et bien entendu, ce que veut Phil Spencer, on le sait tous, c'est bien entendu le Game Pass sur la Switch. Et sur la Switch Pro si elle vient un jour. Moi je trouve ça très intéressant, j'ai une Switch, donc effectivement j'aimerais bien, parce que j'ai le Game Pass, j'ai la Switch, donc quand je pars en vacances, effectivement j'aimerais bien pouvoir jouer, pourquoi pas, au jeu Game Pass sur la Switch. Il y a eu des essais et des précédents qui ont été faits, je vous rappelle par exemple Control qui a marché en cloud sur la Switch, donc ça marche, donc pourquoi pas faire un xCloud effectivement sur la Switch, ça pourrait très bien marcher, surtout que c'est en 720p, donc ça ne demande pas une puissance énorme. Il faut quand même la 4G, mais ça ne demande pas une puissance énorme et ça pourrait très bien fonctionner. Dites-moi ce que vous en pensez tout simplement en commentaire. Petite info en passant encore, il y a plein d'infos. Aujourd'hui, donc quand la vidéo est sortie, il y a une grosse mise à jour, vous avez vu, de PlayStation, en l'occurrence sur la PS5, pour tout ce qui est alors social, mais aussi disque dur externe. On peut brancher maintenant des disques durs externes classiques ou SSD, et on peut surtout, on peut transférer des jeux sur le disque dur externe. C'est une aide, c'est pas encore complètement, je dirais, la panacée, entre guillemets, parce que nous, ce qu'on attend, c'est de pouvoir mettre effectivement un SSD interne, et ça apparemment, ça n'est pas encore arrivé, mais au moins, on peut déjà sauvegarder les jeux sur le disque dur externe, ce qui permet d'éviter des rechargements, des téléchargements très longs, ou alors des chargements par le Blu-ray assez longs, des réinstallations, si vous préférez, assez longues. Il suffit d'un simple transfert, et le jeu est à nouveau actif. Écoutez, c'est quand même une bonne nouvelle. Petite info amusante en passant, vous avez vu que sur Flight Simulator 2020, il y a un mode qui existe et vous pouvez maintenant vous balader partout en voiture. Je trouve ça juste extraordinaire. Alors certes, vous êtes tout seul, on n'est pas dans GTA, mais bon, c'est assez marrant, voilà, c'est assez ludique. J'ai hâte en tout cas que ce jeu arrive sur le Game Pass pour pouvoir l'essayer sur Xbox Series X. Je voulais finir cette vidéo par quelques infos, en particulier sur la dernière vidéo. Ça va être rapide, donc le premier, merci pour le sondage, vous avez été beaucoup à répondre, donc je vais voir ce que je fais avec Twitch. Si je me lance, je me lance, ça veut dire que c'est pour ça que je suis prudent, parce que si je me lance, je dois l'alimenter, mais comme vous savez, j'ai du boulot, j'ai pas mal de boulot en plus à côté, un vrai travail entre guillemets, donc j'essaie de faire pas mal de vidéos sur YouTube, et je privilégierai toujours YouTube, donc voilà, il faut le savoir, c'est ma direction principale. Donc il est possible peut-être que finalement je fasse des lives sur YouTube en achetant un boîtier d'acquisition, je vais voir, je vais prendre mon temps pour prendre la décision, parce que tout ça, ça prend du temps et de l'argent. Et de l'argent, j'en ai pas non plus à gogo, c'est comme tout le monde. Je dois en plus acheter par exemple le Returnal à la fin du mois et je vais le payer, je ne l'ai pas gratuitement moi. Je dis ça, je dis rien. Et donc voilà, j'ai acheté des consoles, etc. Donc il faut que je ralentisse un peu, surtout que je veux un PC normalement gamer et de montage. Je veux un écran de montage parce que j'ai juste un 21 pouces actuellement. Il me faudrait une caméra parce que j'ai un appareil photo, vous avez compris qu'il faut que je fasse un peu d'économie. Mais je vais regarder ce qui est plus pratique pour moi et je pense que YouTube c'est une bonne solution. Twitch peut-être aussi. Vous êtes en tout cas nombreux à répondre et je vous en remercie. Vis-à-vis de mon comparatif The Last of Us 2 Outriders,
Oui, bon, je reconnais, j'ai mal pris mon exemple. En fait, je me suis mal exprimé aussi. L'idée, c'était pas de dire Outriders, c'est The Last of Us 2, pas du tout. Je le sais bien, j'ai joué aux deux, hein. J'ai joué à The Last of Us, à The Last of Us 2 et à Outriders. Non, c'était de dire, c'est dommage que ce jeu, finalement, n'ait pas une histoire un peu plus aboutie. Elle est déjà pas mal, je trouve. Il y a un mode solo, parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, c'est un mode multijoueur, enfin, c'est un jeu multijoueur, c'est pour ça qu'il est comme ça. Non, c'est aussi, il y a un mode solo, et un mode solo fort, puisqu'il y a une histoire. Donc, cette histoire aurait pu être un tout petit peu plus aboutie, surtout techniquement, c'est-à-dire qu'il y a des cinématiques qui sont quand même pas terribles, hein. Il y en a d'autres qui sont pas mal, mais voilà, ça n'a aucun comparatif avec The Last of Us 2. Alors il y a certains qui vont me dire oui, mais c'est beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de temps, c'est vrai, je le reconnais, mais ils auraient pu faire un petit effort là-dessus quand même. Ça manque un peu de technique, on va dire, c'est un peu pauvre en technique, et puis aussi en diversité, j'aurais préféré une plus grande diversité en combat, c'est ce que je voulais dire, avec un peu plus d'infiltration, un peu plus peut-être de réflexion à certains moments, et du bourrinage comme il y a, et ça par contre c'est très très bien réussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'était prendre un peu les qualités. Alors, il y en a certains qui m'ont dit, oui, mais par exemple dans Destiny, il n'y a pas du tout d'infiltration. Oui, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas dans un ancien jeu pas d'infiltration que dans les nouveaux, ils ne doivent pas être inventifs. Ils peuvent très bien un petit peu mélanger les genres, essayer d'être innovants. Enfin, c'est mon avis à moi, dites-moi ce que vous en pensez. C'est seulement là que je voulais faire le comparatif et il s'arrête là. Pour la Xbox Series X, pareil, il y en a qui ont été un peu choqués en disant ils n'ont pas compris le message apparemment parce qu'ils disent oui mais tu dis qu'elle est inutile. Non, elle n'est pas inutile, bien au contraire. Ce que je veux dire c'est qu'on peut attendre un petit peu si on est possesseur d'une PS4 Pro ou Xbox One X et qu'on n'est pas hypé par les jeux actuels. On peut attendre la fin de l'année, voire début 2022, c'est tout ce que je voulais dire. Par contre, il est vrai qu'il y a une grande rupture technologique entre cette génération et la précédente. La grande rupture technologique, hormis la puissance et la qualité, non. Mais la grande rupture technologique, c'est le SSD. Et ça, je reconnais, il y a des abonnés qui m'ont dit, oui, mais le SSD, quand même, ça change tout. Effectivement, ça change la vie. C'est bien plus facile aujourd'hui et bien plus agréable de charger un jeu et de jouer dans un jeu que ce n'en était à l'époque de la PS4 Pro, par exemple. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!